Alors, dans ce quatrième chapitre, on va découvrir les tableaux et les objets. Les tableaux et les objets permettent tout simplement de regrouper des données. Donc, au lieu de déclarer des variables, une variable pour chaque donnée, alors là, des fois, il est préférable de regrouper ces données-là dans des tableaux ou bien dans des objets. Donc, on va s'intéresser d'abord aux tableaux. D'habitude, on regroupe les données qui partagent la même thématique dans un tableau au lieu de créer une variable pour chaque donnée. Et cela ne veut pas dire qu'en JavaScript, un tableau doit contenir des valeurs de même type. Un tableau en JavaScript peut contenir des valeurs de différents types. On est d'accord? Donc, et un exemple très simple, là c'est un exemple de tableau où presque les éléments partagent la même thématique. Donc, soit c'est des éléments ou bien valeurs, c'est pareil. D'accord. Par exemple, un tableau de fruits, mes fruits préférés. Au lieu de créer une variable pour chaque fruit préféré, eh bien là, je peux regrouper tout ça dans un tableau. On est d'accord? Alors, voyons comment déclarer un tableau. La déclaration d'un tableau est très simple. On met soit let ou bien const. Si on met const, notez très bien que là, ce tableau prédéfini-là ne sera pas modifié. On ne peut pas effectuer d'ajout ni d'enlèvement d'éléments, de valeurs. Vous avez saisi? Donc, là, on met crochet et on précise l'ensemble des valeurs, l'ensemble des éléments qui constituent notre tableau. Aussi simple que ça. Donc, regardez bien ici. Zoom un peu. Si je veux déclarer un tableau, je peux utiliser const. Et le fait d'utiliser const, ça veut dire que je ne vais pas modifier ce tableau-là au cours du programme. Voilà, je l'appelle fruit. Je mets égal, je mets crochet. Je mets par exemple pomme, banane, orange. Vous avez saisi. Vu que j'ai l'habitude d'utiliser le point virgule, je mets point virgule pour marquer la fin de mon instruction. On est d'accord? Donc là, je viens de déclarer un tableau constant. Ça veut dire un tableau qui ne connaîtra pas de changement au cours du programme à cause de cette constante-là. Vous avez saisi. Maintenant, comment il y a une deuxième manière de déclarer un tableau. Un tableau peut contenir des valeurs directement, mais aussi peut contenir des variables qui renferment des valeurs, c'est évident. Donc ici, regardez bien. Là, si je veux, je pourrais créer par exemple ici une variable. Je mets par exemple le premier fruit. Je mets égal pomme. Vous avez vu. Hop, là, je devais mettre point virgule. Après, je mets const deuxième fruit. Je mets banane. Et là, je vais déclarer mon tableau comment cette fois-ci. Et bien là, ici, à la place de pomme, je mets cette variable-là. Vous voyez, premier fruit. À la place de banane, je mets cette variable-là qui est deuxième fruit. Aussi simple que ça. Vous avez saisi? Voilà. Donc, on peut procéder ainsi en JavaScript pour déclarer un tableau. Maintenant, comment accéder à un élément du tableau? On accède à un élément du tableau grâce à son indice. Là, il faut noter que chaque élément du tableau est indicé, possède un indice à travers lequel on y accède. Et là, les indices commencent à partir de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier élément a pour indice 0. Le deuxième élément a pour l'indice 1. Le troisième élément a pour l'indice 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Le cinquième élément a pour l'indice 99. Vous avez saisi? Voilà. Donc, chaque élément d'un tableau est associé à un indice. Et le premier élément a l'indice 0. On commence par le 0. Donc, pour y accéder, on met tout simplement le nom du tableau, crochet, l'indice de l'élément dont on veut accéder. Aussi simple que ça. Par exemple, là, je veux accéder au premier élément. Je mets quoi? Je fais quoi? Je mets conf.log. Voyez, je mets fruit, crochet, 0. Je mets fruit, crochet, 0. Voyez.
Et là, je préfère utiliser directement les valeurs ici pour plus de clarté. Voilà, vous avez saisi. Donc, je vais enlever ça. Et regardez bien ce que ça renvoie. Là, j'actualise et je vais ouvrir. Je vais inspecter l'élément. Je vais lancer ma console. Je clique sur console. Voyez ici. J'ai quoi? J'ai pomme. Si je veux accéder à orange, je vais mettre 2. Aussi simple que ça. Voilà. Et il faut toujours garder en tête qu'on commence par l'indice 0. Le premier élément correspond à l'indice 0. À part ça, tout est facile. Pour accéder à un élément, on met le nom du tableau, crochet, de crochet, l'indice de cet élément-là dont on va accéder. Aussi simple que ça. Et là, si je veux, je peux utiliser une boucle. Une boucle for, par exemple. Je mets for, quoi? Ici, je mets i. Là, ici, on a 3 éléments. Ce tableau renferme 3 éléments. Donc, je mets 3. Voyez. Et là, je mets cette console-là à l'intérieur de la boucle. Là, je vais mettre i. Voyez. Fruit, crochet, i. I en minuscule. Voilà. Donc, i sera remplacé par successivement 0, après 1, après 2, pas 3. Parce que lorsqu'il sera égal à 3, et bien là, cette condition de la boucle ne sera plus remplie. Dans ce cas, on sortira de la boucle. Et regardez bien si j'actualise ici. Voyez, j'ai pomme, banane, orange. J'ai parcouru en fait mon tableau. On est d'accord? Alors, comment compter le nombre d'éléments? Comment connaître la dimension d'un tableau? Comment connaître le nombre d'éléments présents ou le nombre de valeurs présentes dans un tableau? On utilise la variable ou bien la propriété length. Voyez, ici, j'ai utilisé directement la taille en mettant 3. Voyez, et d'habitude, on ne sait pas, on ne peut pas deviner en fait la taille d'un tableau d'habitude. Vous avez saisi? Donc, on fait recours tout simplement à la propriété length. Donc, ici, à la place, je pourrais mettre quoi? Fruit avec S, point length, qui renverra le nombre d'éléments que renferme ce tableau-là. Et regardez bien si j'actualise, c'est toujours le même résultat. Voyez, j'ai toujours le même résultat. Regardez, si je veux afficher en dehors de cette boucle-là, la longueur du tableau ou bien le nombre d'éléments du tableau. Là, peut-être vous allez vous dire, je mets ici fruit, point length. Là, peut-être vous allez vous dire pourquoi j'ai utilisé l'anti-slash là. En fait, j'ai échappé cette apostrophe-là. Pourquoi? Parce que là, vu que j'ai délimité ma chaîne par des apostrophes, eh bien, si je veux mettre des apostrophes à l'intérieur, je dois les échapper. La chose la plus simple, c'est tout simplement, si mon texte renferme, si ma chaîne renferme des apostrophes, mieux vaut la délimiter par des guillemets. Comme ça, je n'aurai pas à échapper. Et c'est pareil lorsqu'on délimite la chaîne, le texte par des guillemets, et que ce texte renferme des guillemets à l'intérieur. Il faut échapper les guillemets. Donc, si le texte renferme des guillemets, il faut essayer de les délimiter par des apostrophes. Aussi simple que ça. Au lieu de s'employer à échapper les guillemets à l'intérieur. Voilà. Donc, regardez bien. Ici, on me fait quoi? Le nombre d'éléments du tableau est 3. C'est évident. Voilà. Si j'ajoute ici quelque chose, regardez bien. Là, je mets ananas. Donc, jusque-là, je n'ai pas modifié le tableau. Je n'ai pas modifié son état initial. Voyez, j'actualise ici. Voyez, le nombre d'éléments du tableau est 4. Maintenant, comment ajouter des données? Comment ajouter des éléments grâce à la méthode push? Comment ajouter des éléments grâce à la méthode push? Donc, si on ajoute ou bien on retire, qu'est-ce qu'on fait? En réalité, on modifie. Comment modifier un tableau? Donc là, ici, je vais rendre d'abord mon tableau modifiable en changeant const par let. Vous avez vu? Là, je peux enlever cet élément-là. On est d'accord? Là,
je n'ai plus besoin de ça. Je vais enlever. Maintenant, je vais ajouter à travers une méthode un élément dans ce tableau-là. Je vais ajouter un autre fruit, par exemple ananas. Je vais utiliser la méthode push. Donc, push ajoute l'élément qui est passé en paramètre. Ça, c'est un paramètre. Cette méthode a besoin de paramètres. Vous voyez, une méthode, c'est comme une fonction, comme on va le voir. Vous voyez, mais c'est une fonction qui appartient à un objet. Voilà. Donc ici, je passe en paramètre l'élément à ajouter au niveau du tableau. Regardez bien ici. Là, je mets quoi? Je vais ajouter ananas. Je mets push, point. Je mets fruit plutôt, point, push. Donc, on met le nom de l'objet, le nom de la variable, tableau, point, push. Après, je prends en paramètre quoi? Je donne en paramètre plutôt la valeur à ajouter dans le tableau. Vous avez vu? Et là, si je veux m'assurer que tout se passe bien, je peux mettre quoi? Console log, console.log. Et là, je mets directement fruit ici. Vous voyez, et j'aurai l'affichage sous forme de table brute, comme ça. Vous avez vu? Donc ça, c'est possible à travers la console log. Vous avez vu? C'est pas parcourir le tableau. Vous voyez? Donc, il y a des pommes, bananes, orange, ananas. Vous avez vu? Et regardez bien ici. Pomme est associée à l'indice 0. Banane est associée à l'indice 1. Vous voyez, ananas est associé à l'indice 3. Et là, le length là. Le length est 4. Maintenant, comment supprimer des données grâce à la méthode pop? Donc, si on utilise la méthode pop, eh bien, la méthode pop supprime le dernier élément, la dernière valeur du tableau, tout le temps. La méthode pop supprime la dernière valeur du tableau, le dernier élément du tableau. Donc, si j'applique pop sur ce tableau-là, eh bien, c'est ananas qui va sauter, qui va être supprimé. Alors, allons-y. Donc là, pour bien voir clairement, je peux mettre fruit.pop. Regardez bien si j'actualise, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, ananas ne se figure plus ici. Je n'ai que désormais 3 éléments. Vous voyez? Et regardez, si j'enlève ça, j'ai enlevé l'ajout de ananas. Maintenant, si j'applique pop, qu'est-ce qui sera enlevé? C'est le orange. Regardez bien, si j'actualise, j'aurai pomme et banane, tout court. Vous avez vu? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on utilise la fonction pop. Et notez très bien qu'il existe la méthode pop plutôt. Il existe plusieurs méthodes de manipulation des tableaux. Plusieurs méthodes. Donc, allez au niveau de la documentation pour découvrir les autres méthodes. Vous trouverez peut-être comment ajouter un élément en début du tableau. On est d'accord? Ou bien comment supprimer un élément précis. Donc, il y a toute une panoplie de méthodes. Maintenant, intéressons-nous à la distinction de copie par valeur et par référence. Donc, quand est-ce qu'on effectue une copie de valeur et quand est-ce qu'on effectue une copie par référence? C'est deux choses différentes. Donc, si on copie la valeur d'une variable dans une autre, en réalité, on fait une copie par valeur. C'est seulement la valeur qu'on a copiée. Parce que n'oubliez pas que lorsqu'on déclare une variable, on a réservé un espace mémoire. La mémoire, c'est comme une grande armoire qui contient des tiroirs. Eh bien, si on déclare une variable, ça veut dire qu'on a pris un tiroir et on y a mis une valeur. On est d'accord? Mais si on fait une copie de variable, si on déclare une variable et on fait une copie de variable, eh bien là, en ce moment, on a réservé un autre armoire, un autre tiroir. Un autre tiroir. On a deux tiroirs qui contiennent les mêmes valeurs. Mais aussi, ces deux tiroirs sont indépendants. Si je modifie la valeur d'un tiroir, eh bien, l'autre tiroir ne sera pas affecté. Donc, si on fait une copie à travers des variables, on fait en fait une copie par valeur. Les deux variables sont indépendantes. Si je modifie une variable, eh bien, cette modification n'affectera pas l'autre variable. Est-ce que vous avez saisi? Voilà, c'est ça qu'on appelle la copie par valeur. Exemple, regardez bien ici.
Voilà, je pense que ce n'est pas la peine d'enlever ça. Je crée une variable, je mets let, par exemple, prénom. Prénom 1, par exemple, égal, je dis Babacar. Let, prénom 2, qui n'est rien d'autre que la copie de prénom 1. Je mets prénom 1. N'est-ce pas? Et là, regardez bien, je mets config log, prénom 1. Je fais pareil pour prénom 2. Regardez si j'actualise ici. Là, je vais mettre ça en commentaire. Voilà. Si j'actualise ici, regardez. Qu'est-ce que j'ai? J'ai Babacar et Babacar. Maintenant, je vais modifier cette variable-là, prénom 1. Si je modifie cette variable prénom 1, est-ce que prénom 2 sera modifié? Vu que prénom 2 égale prénom 1. Regardez bien. Donc, je mets ici prénom 1 égale Fatou. Vous avez vu, prénom 1 égale Fatou. Et maintenant, je vais réafficher tout simplement cette console, ces consoles-là. Regardez, j'actualise. Regardez, ici, j'ai Babacar, Babacar. C'est le premier affichage. Et là, ici, en deuxièmement, j'ai quoi? Fatou et Babacar. Et pourtant, ici, prénom 2 égale prénom 1. Là, j'ai copié en fait la valeur, pas la référence de cette variable-là, mais plutôt sa valeur seulement. Donc, j'ai deux variables indépendantes. J'ai deux tiroirs indépendants. Certes, ces deux tiroirs au préalable contiennent la même valeur. Donc, c'est ça qu'on appelle la copie par valeur. Maintenant, quand est-ce qu'on fait la copie par référence? Si on copie un tableau dans un tableau, là, on fait la copie par référence. Quelle est la conséquence d'une copie par référence? C'est que, eh bien, ces deux variables-là pointent vers le même endroit, vers la même valeur, vers le même tiroir. Si on fait une copie par référence, en réalité, on n'alloue pas un autre tiroir pour stocker une variable, pour stocker la valeur. Non, mais on utilise le même tiroir, mais quelque part avec deux noms qui pointent vers ce même tiroir, par analogie, par image. Vous avez saisi? Donc, si on copie un tableau, dans un tableau, eh bien là, ces deux variables ont non seulement la même valeur, mais si on modifie une des variables, eh bien cette modification se répercutera sur l'autre variable. Parce qu'en réalité, ces variables-là contiennent des références, contiennent la référence de la valeur. Alors, faisons un exemple, vu qu'un exemple vaut plus que nos discours. Alors là, je vais enlever ça. Et regardez bien, je vais utiliser ce tableau-là. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais créer fruit 2. Ou bien fruit préféré. Fruit préféré, qui est égal à fruit. Vous avez vu? Maintenant, je vais faire console log fruit 1. Après, console log fruit préféré. Regardez bien si j'actualise ici. J'ai la même chose. Voyez, j'ai la même chose. J'ai le même tableau. Maintenant, regardez bien, je vais modifier le tableau fruit. Je fais quoi? Je mets fruit égale pomme, ou bien même, je mets poche. Pourquoi pas poche? Poche. Voilà, j'ajoute ananas. Vous avez vu? Et là, je vais réafficher ces tableaux-là. Et qu'est-ce que vous constatez? Voyez, ces deux tableaux sont toujours identiques. Donc, la modification de l'un des tableaux a effectué aussi l'autre tableau. C'est pourquoi ici, certes, on a deux variables, mais ces deux variables-là sont identiques. Ces deux variables pointent sur la même valeur, sur le même contenu. C'est ça qu'on appelle la copie par référence. Alors, intéressons-nous. Bon, peut-être là, un dernier point à voir avant d'attaquer les objets.
Maintenant, comment dupliquer un tableau Autrement dit, comment vraiment copier un tableau? Comment copier la valeur d'un tableau? Ou bien les valeurs d'un tableau? Parce que là, si je modifie le tableau fruit, automatiquement, le tableau fruit préféré sera modifié aussi. Alors que là, je ne préfère pas ça. Comment faire de telle sorte que les tableaux se comportent comme des variables? C'est-à-dire, je crée deux tableaux différents, bien vrai qu'ils contiennent la même valeur. Si je modifie un tableau, cette modification ne répercutera pas sur l'autre tableau. Comment faire? Eh bien là, on utilise ce qu'on appelle split operator. Split operator qui permet de faire la copie par valeur d'un tableau. Et c'est très facile. Regardez bien ici. Si je veux faire ici, là, la copie par valeur, je mets crochet. Après, je mets point, point, point. 3 points. Voyez. Après, je mets la variable fruit. En faisant ça, j'ai copié les valeurs de ce tableau-là dans un autre tableau. Donc ici, dans ce cas, fruit préféré et fruit sont deux tableaux différents, sont deux tiroirs différents qui contiennent la même valeur. Et regardez bien si j'enlève ça. Si j'actualise, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, j'ai deux tableaux identiques pour le moment. Vous avez vu? Maintenant, je vais modifier le tableau fruit. Je mets push ananas au niveau de fruit. Regardez bien si j'actualise. Qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, ce tableau fruit est modifié. J'ai effectué un ajout. Et pourtant, ce tableau fruit préféré n'est pas modifié. Parce que là, je n'ai pas effectué une copie par référence, mais plutôt une copie par valeur. Donc, voilà en fait la différence entre copie par valeur et copie par référence. Aussi simple que ça. Maintenant, attaquons les objets. Donc, comme je l'ai dit, les objets comme les tableaux permettent de regrouper des données. Voilà, permettent de regrouper plusieurs informations à la fois. C'est ce que les objets possèdent en fait des propriétés. Et cette propriété a une valeur. Par exemple, si je veux stocker les informations d'une personne. Donc, une personne, pour connaître une personne, on a besoin de son nom, son prénom, son âge, son adresse. Si je veux stocker toutes ces informations d'un coup, eh bien là, je ne pourrais pas utiliser un tableau. Je vais utiliser un objet. Parce que là, j'ai besoin de ce qu'on appelle des propriétés. Vous voyez? Bon, si j'utilisais un tableau, regardez bien, si j'utilise un tableau, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre lettre personne, par exemple, après je mets égal, crochet. Là, pour le prénom, qu'est-ce que je vais dire? Par exemple, Babacar. Pour le nom, je vais mettre Gay. Pour l'âge, je vais mettre 28. Pour l'adresse, je vais mettre par exemple Kaolack. Mais qu'est-ce que ça veut dire Babacar? Et qu'est-ce que ça veut dire Gay? Qu'est-ce que ça veut dire 28? Et qu'est-ce que ça veut dire Kaolack? Il n'y a pas assez de précision. Vous voyez? Il n'y a pas assez de précision. Eh bien, dans ce cas-là, on fait recours aux objets. Aussi simple que ça. On fait recours aux objets. Et comment déclarer un objet? Eh bien, pour déclarer un objet, c'est très simple. Regardez bien ici. Pour déclarer un objet, on met les accolades à l'intérieur desquels on met chaque propriété avec sa valeur. Et entre la propriété et la valeur, on met 2 points. Et après chaque couple, on met virgule. C'est-à-dire après chaque couple propriété-valeur, on met virgule pour mettre l'autre couple. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Aussi simple que ça. Donc, par exemple, là, ici, personne, j'ouvre les accolades. Donc là, attention ici, pour les propriétés, ce n'est pas la peine de mettre des guillemets ou bien des apostrophes. Ce sont comme des variables, en fait. Voilà. Je mets prénom égal Babacar, virgule. Là, ici, j'ai mis égal. Ce n'est pas égal. J'ai mis 2 points. Voilà. Après, nom, 2 points. Gay. Après, âge, 2 points. 28. Âge 2.28. Si je veux, je peux ajouter adresse. 2 points. Kaolack. Vous avez vu? Après là, je peux mettre le point virgule. J'ai déclaré mon objet. Très facile, très simple. Maintenant, comment faire pour accéder à un élément d'un objet? Ou bien d'abord, comment ajouter une propriété
Si je veux ajouter une propriété, comment faire? Eh bien, c'est très facile. On met, vu que j'ai déjà déclaré mon objet, et au cours du programme, je veux tout simplement ajouter une propriété, et bien là, je mets le nom de l'objet, point, une nouvelle propriété. Par exemple, là, je peux mettre CIN égale quoi? Je mets par exemple, voilà, genre, point virgule. J'ai ajouté une propriété CIN. Vous avez vu? Donc, c'est comme ça qu'on ajoute une propriété. Maintenant, comment accéder à une valeur d'une propriété? Pour accéder à une valeur d'une propriété, c'est très simple. On met le nom de l'objet, point, le nom de la propriété. Aussi simple que ça. Par exemple, là, si je veux afficher le prénom de la personne, je mets console, point, prénom. Non, pas console, point, prénom. C'est quoi ça? Console, point là. Voilà, entre parenthèses, personne, point, prénom. Vous avez vu? Là, si je veux, je peux ajouter un peu de texte. Le prénom et, voyez, si j'actualise, j'aurai quoi? Le prénom est Babacar. Donc, c'est comme ça qu'on accède à un élément d'un objet, à une propriété d'un objet. Aussi simple que ça, c'est très facile. Donc, voilà. Donc, on n'a pas vu grand-chose concernant les objets. On a vu seulement comment déclarer un objet, comment ajouter un élément dans un objet, aussi comment accéder à un élément d'un objet. Maintenant, vous pourrez approfondir vos recherches en essayant de découvrir comment parcourir un objet. Est-ce que vous avez saisi? Donc, voilà, c'était tout pour ce chapitre intitulé « Les tableaux et les objets ». On se dit à la prochaine vidéo.